Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité aussi des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Une heure avec le formidable Jean-Marie Bordry. Formidable, rien que ça. Ah bah Bonjour oui, Stéphane. bonjour Jean-Marie. Avec nous aujourd'hui également Enda Ayari. Bonjour Enda Ayari. Bonjour Stéphane. Enda Ayari, le 20 octobre 2017, vous déposiez plainte contre Tariq Ramadan pour viol, agression sexuelle, violence volontaire, harcèlement et intimidation auprès du parquet de Rouen. Considéré comme une des premières grandes affaires du mouvement féministe de libération de la parole, Balance ton port, plusieurs femmes porteront par la suite aussi plainte contre Tariq Ramadan pour des faits similaires. Nous allons voir aujourd'hui où en est l'affaire. Également avec nous, Nora Bussigny, journaliste à Factuel.media, dont on connaît la qualité des enquêtes, dont les nouveaux inquisiteurs sur le wokisme, paru récemment il y a quelques semaines chez Albin Michel. Bonjour Nora Bussigny. Bonjour Stéphane. Alors, rentrons, si vous le permettez, dans le vif du sujet. On se souvient, Enda, que vous avez fréquenté les milieux salafistes, puis fréristes. Vous avez porté le voile intégral pendant longtemps. Et puis, vous vous en êtes remarquablement sorti. Et puis, vous avez décidé de porter plainte, je le rappelais, contre Tariq Ramadan. Il vous aurait violé, abusé de son autorité morale. Et vous n'êtes pas seul, puisque vous avez été rejoint bientôt par 3 autres femmes qui se disaient victimes également de l'islamologue. Et là, rebondissement récent, on apprenait en lisant Factuel cette semaine qu'après 6 ans d'instruction, le 7 mars dernier, le parquet général s'est opposé à un procès aux assises contre l'islamologue et requiert l'abandon des poursuites pour 3 affaires sur 4, parmi lesquelles votre histoire, Enda Ayari, une décision qui n'est pas sans surprendre puisqu'en juillet 2023, le juge d'instruction précédent avait ordonné la mise en accusation de Tariq Ramadan devant la cour criminelle de Paris pour des soupçons donc de viol sur les 4 femmes en question, dont vous. Enda Ayari, quelle a été votre première réaction ? Bien écoutez, quand j'ai appris, au départ j'ai été abasourdie, j'y croyais pas. Oui. Et effectivement, j'ai eu un choc parce que je m'y attendais absolument pas. Pourquoi est-il important que cette affaire soit jugée ? Écoutez, c'est vrai que quand j'ai su en juillet 2023 que les différents juges d'instruction étaient tous d'accord pour nous accorder un procès, moi je l'ai vécu comme une forme de libération, puisque ça faisait 6 ans que j'attendais, que nous attendions, puisque nous sommes plusieurs plaignantes. Et c'est vrai que voilà, je me préparais à la suite. Bien sûr. Mais en aucun cas je m'attendais à une pareille décision. Alors, il faut quand même dire que c'est une recommandation du juge, mais que ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr, loin s'en faut, que ce soit cette recommandation qui soit suivie. Il y aura quand même peut-être un procès. Ce n'est pas acté encore à l'heure qu'il est. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un mauvais signe en tout cas. Ce qui m'a moi surpris, c'est qu'il y a quand même eu 6 ans d'enquête. Il y a eu des dizaines de professionnels, des expertises, je veux dire des enquêteurs. Il y a eu plusieurs juges d'instruction qui ont tous été d'accord pour demander un procès en fait, parce que ils estiment qu'il y a assez d'éléments pour que nous puissions nous exprimer durant un procès. Vous-même, voilà. Vous avez été auditionné, on y reviendra un peu plus tard, mais vous avez été auditionné combien de fois ? Alors moi j'ai été auditionnée à plusieurs reprises, je me souviens plus exactement. Je pense que j'ai rencontré 2 ou 3 fois la juge d'instruction. D'accord. Ça n'a jamais été facile. Ah oui, j'imagine. Il faut à chaque fois se remettre dans les conditions voilà. des faits. Et quand on sait la gravité des faits que vous reprochez à Tariq Ramadan, on comprend. C'est très éprouvant. Et c'est vrai que j'attendais ce procès comme une libération pour pouvoir tourner la page en fait. Ouais. Nora Bussigny, vous qui observez les arcanes de la justice depuis quelque temps déjà, est-ce que c'est fréquent qu'un juge nouvellement nommé mette à la poubelle comme ça le travail de ses prédécesseurs ?
Alors, je ne sais pas si c'est fréquent, ça c'est effectivement déjà vu, mais c'est vrai que là, c'est assez étonnant parce que ça vient, enfin, aucune des plaignantes, des 3 plaignantes qui se sont vues être, on peut dire, mises de côté, ne s'y attendaient. D'ailleurs, ça a été prononcé le 7 mars. Et c'est vrai que c'est une date assez dure parce que c'était la veille de la journée internationale des droits des femmes. Et c'est vrai que c'était d'autant plus étonnant que déjà en juillet, comme vous disiez, il y avait quand même 2 juges d'instruction qui avaient, elles, ordonné ce procès pour Monsieur Ramadan. Bon, il avait fait immédiatement appel, ça on le sait, mais c'est vrai que c'était assez surprenant cette décision. C'est pas toujours commun. Après là, on sait que même si ce magistrat, Monsieur Bourrette, a requis lui l'abandon des poursuites pour 3 affaires parmi les 4 d'accusation de viol, c'est quand même le ministère public qui va devoir trancher, et tout ça va jouer lors de la cour d'appel de Paris le 29 mars prochain. Donc le 29 mars prochain, on saura si procès il va y avoir et dans quelles circonstances et pour combien de plaignantes, on va dire, la justice retient le cas, entre guillemets. Exactement. Alors là, déjà, il y a une plaignante que l'on connaît sous le pseudonyme de Christelle, qui a été également entendue à de nombreuses reprises dans les médias après Madame Enda Ayari, qui est la première, comme vous l'avez dit, à avoir déposé plainte, à avoir ouvert la parole à ses autres potentielles victimes. Elle est la seule pour laquelle le parquet général a demandé un procès. On verra après par la suite si tout ça est acté et si ça va bien concerner finalement qu'une seule plaignante sur les 4. D'accord. Enda Ayari, quelle est votre lecture des choses, sans porter d'accusation évidemment, mais comment vous avez décrypté ce qui vient de se passer? Bah, écoutez, c'est vrai que moi c'était assez ambivalent, puisque au départ il y a eu le choc, ce que je m'attendais absolument pas, après 7 ans de bataille judiciaire contre... pour pouvoir faire entendre ma parole, pour pouvoir avoir un procès, parce que c'est tout ce que j'attendais avec les autres plaignantes. Et malheureusement, j'ai ressenti aussi un sentiment d'injustice, mais aussi j'ai compris, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis pas si étonnée que ça, parce qu'il faut savoir que moi, depuis que j'ai porté plainte contre Tariq Ramadan, j'ai subi une double peine avec les autres plaignantes, puisque nous avons été victimes de cette agression, mais ensuite on a été victimes de tous les soutiens de Tariq Ramadan. On a subi des pressions. Il faut savoir ça fait 7 ans. Vraiment 7 ans de harcèlement moral. Mais vous parlez de harcèlement, ça va même plus loin. Mais j'allais dire, il y a des menaces de mort régulières qui arrivent sur vos réseaux sociaux ou en direct sur votre téléphone. C'est quand même pas rien, ce climat d'intimidation. Oui, parce qu'en fait, faut savoir que dès le départ, moi, le jour où j'ai porté plainte, la première réaction de Tariq Ramadan a été de publier sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'un complot sioniste. Donc il nous a tout de suite mis, enfin moi, puisque j'étais la première à porter plainte, il m'a tout de suite mis une cible dans le dos. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à être menacée et insultée d'agents sionistes, comme quoi c'est un complot, que j'ai été payée pour faire tomber Tariq Ramadan. Et depuis le début, il a énormément de fans, il a des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Et donc depuis le début, il nous pointe et donc on est ciblé par ces milliers de fanatiques. Moi, j'appelle ça des fanatiques, puisque moi, depuis 7 ans, je vis avec le harcèlement, je vis les insultes, les menaces de mort. J'ai été cambriolée, j'ai dû déménager. Enfin, je veux dire, moi, ma vie, je ne vis plus, je survis. Donc, je me dis que même, je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir peur de s'exprimer par rapport à ça, puisqu'il y a vraiment des pressions à tous les niveaux. Même les juges d'instruction ont subi des pressions, il faut le dire. On a une juge qui a quand même, la juge d'instruction qui s'occupait principalement de ce dossier, a quand même été cambriolée. Ce n'est pas rien. Et elle a fait un burn-out.
Ah oui. Donc à un moment donné, c'était trop de pression et c'était insupportable. Et c'est vrai que Tariq Ramadan, il veut pousser, il veut faire penser à ses fans que c'est un complot politique parce qu'il s'appelle Tariq Ramadan, parce qu'il est musulman et qu'en gros parce que et que ce serait donc ça interviendrait cette affaire dans un climat d'islamophobie évidemment. Exactement. C'est une manière de faire pression sur l'État français et sur la justice française. Donc finalement, je m'attendais un peu à tout, mais c'est vrai que là, j'ai été quand j'ai su que ce magistrat, cet avocat général, a préféré stopper nos démarches en justice et puis recommandant de stopper. Voilà, il a recommandé, il a donné son avis. Personne ne s'y attendait. On a tous été vraiment stupéfait par Dans un instant, je vous propose de continuer à parler de l'affaire Tariq Ramadan. On va se demander notamment qui sont ses soutiens, mais pas seulement. À tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure pour décrypter l'actualité des faits de société. Je suis toujours avec l'excellent Jean-Marie Bordry. Qui n'a rien dit, mais mais il est là. Et sa présence compte pour nos auditeurs comme pour moi. Nous passons à la loupe aujourd'hui l'affaire Tariq Ramadan. Le procès aura-t-il finalement lieu? Nous le saurons le 27 mars prochain. Beaucoup de questions en tout cas autour de la décision du dernier juge d'instruction qui recommande d'abandonner les charges que sur 3 affaires sur 4. Revenons d'ailleurs avec vous. Avocat général. Avocat général, pardonnez-moi. Excusez-moi lapsus. Nora Bussigny, on peut quand même se dire que pour la plupart de ces affaires où on revient plusieurs années après les faits, il est difficile pour la justice d'établir justement ces faits. Et c'est tout le problème des plaintes qui sont déposées longtemps après les événements. C'est compliqué, toutes ces affaires de femmes qui ont été agressées, dont on sait la sincérité certainement de leurs paroles, mais pour autant, il faut établir la matérialité des faits. Bien sûr, c'est un cas très commun dans les questions de violence sexuelle et les violences faites majoritairement quand même sur les femmes. Déjà, elles sortent souvent à des délais de prescription. Il est difficile pour elles de pouvoir prouver les agressions subies. Et si tant est qu'elles aient des preuves, qu'elles aient des exemples, elles peuvent subir un discrédit. Ce qui a été le cas d'Enda Ayari, qui est parvenue notamment à le prouver. Et justement, c'est ce qui est assez difficile aujourd'hui, c'est que on est quasiment à 7 ans après la plainte et de nombreuses années encore après les faits, parce que ce sont des faits qui sont survenus plusieurs années avant que Enda Ayari et d'autres victimes portent plainte à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est encore plus dur de pouvoir prouver les choses. Et c'est pour ça qu'un procès est aussi attendu pour les victimes. Même pour les victimes en général, pas que pour les victimes potentielles de Monsieur Ramadan. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les faits. Qu'est-ce que vous reprochez au penseur Tariq Ramadan, justement, Enda Ayari, et qu'est-ce que vous avez pu apporter à la justice? Évidemment, on va pas violer le secret de l'instruction, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a déjà des choses qui ont été rapportées par la presse. Alors, au moins, on peut citer ce qui a été rapporté par la presse. Écoutez, moi, ce que je reproche à Monsieur Ramadan, c'est que pour moi, c'était un guide spirituel. C'était une personne en qui j'avais entièrement confiance. Une autorité morale. Exactement. Moi, il faut savoir que j'ai vécu de longues années dans le salafisme. Ensuite, j'ai quitté le salafisme et j'ai voulu rester une bonne musulmane, une musulmane qui s'intègre dans la société française. Et pour moi, le mouvement qui pouvait me correspondre, c'était les frères musulmans. Donc j'ai contacté Monsieur Ramadan, puisque pour moi c'était vraiment le modèle de l'intégration de l'islam et puis de la modernité française. Et malheureusement pour moi, j'ai vécu cet événement très traumatisant. En quelle année c'était? En 2012. Ouais. J'ai gardé le secret pendant 5 ans, puisque j'avais des menaces, puisqu'il m'avait dit, je lui avais dit que je porterais plainte, et il m'a dit, si tu portes plainte, tu seras détruite. Et il m'avait menacé à plusieurs reprises. Vous avez des preuves écrites de cela? J'ai des éléments, mais c'est vrai que tout ce que j'ai pu fournir à la justice sont des preuves de ce que je dis, que ce soit dans les SMS, j'ai des SMS,
Vous avez des choses, que je veux dire, c'est des choses qui sont réservées évidemment à la justice. Il faut savoir que je n'ai pas tout donné. J'avais d'autres éléments que j'attendais de fournir encore à la justice, mais j'attendais le procès, puisque moi je n'ai pas. C'est pour ça que c'est important que le procès ait lieu. C'est pour que vous puissiez aussi abattre les cartes qui sont les vôtres. Tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est que la vérité éclate au grand jour, et pour cela, il faut un procès. C'est pas un procès médiatique, parce que là, depuis 7 ans, moi, j'ai l'impression que c'est un procès médiatique. On a les pour, les contre. Tariq Ramadan a énormément de soutien, il a énormément d'appui. Il faut savoir qu'il est très soutenu à différents niveaux, puisque voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on soutient plus les puissants pour peut-être, je sais pas, pour des intérêts politiques que la voix des femmes, qui sont des victimes et qui sont pas entendues. J'ajoute que vous vivez un calvaire, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais c'est des menaces de mort incessantes, ce sont des intimidations sur les réseaux sociaux, c'est un quotidien difficile. Mais pas seulement, si c'était que ça, moi j'ai vécu l'enfer, je peux dire que j'étais dans un trou noir depuis 7 ans. Moi, j'ai été reconnue dans la rue à de nombreuses reprises, on m'a suivi, on m'a agressé, on m'a cambriolé, on m'a menacé de mort, j'ai été suivie jusqu'à chez moi à plusieurs reprises, il y a des gens qui ont été condamnés, j'ai porté plainte pour harcèlement contre différentes personnes, la plupart des plaintes n'ont pas abouti, mais heureusement quelques personnes ont été condamnées, heureusement, et c'est pour ça aussi que je crois toujours en la justice, et parfois elle est longue, mais moi j'espère et j'y crois, voilà, je crois qu'elle se fera entendre. J'aimerais entendre Nora Bussigny sur un point. J'ai remarqué qu'une partie de la presse n'était curieusement, cette fois-ci, pas tellement à l'écoute des femmes qui s'ouvrent des problèmes qu'elles auraient rencontrés avec Tariq Ramadan. D'un côté, il y a toute une presse qui, cette fois-ci, n'écoute pas les victimes. Je pense à un certain nombre de médias, je vais pas les citer, on n'est pas là pour ça. Est-ce que ce sont, je dirais, est-ce que ce sont des liens explicites? Est-ce que c'est un climat qui a à voir avec la minorité musulmane? Est-ce qu'on sait que, par exemple, dans un média célèbre d'investigation, il y a eu des conférences, des déplacements, une certaine proximité entre le patron de ce média et Tariq Ramadan. Tout ça, ça joue. Est-ce que vous croyez que finalement, c'est le manque de curiosité d'une certaine presse n'est pas un peu étonnante dans cette affaire? Non, non, parce que je peux pas me prononcer sur les médias. Je souhaite pas m'attaquer à mes confrères, et je ne sais pas comment ils traitent l'affaire, et je veux pas le faire. En tout cas, moi, ce que je peux juste dire, c'est que Enda Ayari, elle m'a confié quelque chose de très fort quand je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, à contrario, et ça, c'est un domaine que je peux connaître beaucoup mieux, qui est le militantisme féministe. Elle m'a expliqué qu'il y a de nombreuses associations féministes qui ont eu du mal à la soutenir encore aujourd'hui. C'est parfois, elles lui ont fait certaines promesses dont elles ne sont pas allées au bout de des engagements, et qu'elle ne s'est pas très bien sentie soutenue par l'entièreté de la cause féministe, alors qu'elle l'est, comme elle l'explique très bien justement, elle est la première affaire française sur la question de balance ton porc. Alors moi, c'est vrai que c'est plutôt ça qui me chagrine un peu plus quand j'ai appris cette information qu'elle m'a livrée. J'ai une question pour Enda Ayari, notamment parce que ce sont deux termes qu'on entend en permanence dans le débat public quand on parle d'islam et d'islamisme. C'est quoi la différence entre le salafisme et le frérisme, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment de votre vie, vous êtes passé de l'un à l'autre? En fait, ces deux mouvements, ces deux courants islamistes, ces deux courants politiques qui utilisent l'islam à des fins politiques. Le salafisme, c'est un courant plus rigoriste, mais en fait, ils ont la même base et les mêmes objectifs. C'est-à-dire que les frères musulmans, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus discrets, beaucoup plus. Ils arrivent à se fondre dans la société parce que voilà, ils arrivent à connaître toutes les. Le mode de pensée, le système politique, associatif. Alors que le salafisme, c'est en dehors de la société. Exactement. J'ai une autre question pour Nora Bussigny, si vous le permettez. Je vous en prie. C'était il y a 7 ans la première plainte, si je ne m'abuse, contre Tariq Ramadan. Exactement. Est-ce que ces plaintes, quel que soit le rendu judiciaire à la fin, lui ont fait perdre en influence dans les réseaux islamistes en France? C'est
une très bonne question. Pas que dans les réseaux islamistes, on peut pas totalement l'expliquer ainsi. Toutefois, il a vraiment perdu de son aura. On pense à des années où il était invité sur des plateaux télé pour pouvoir présenter son travail. Il était entendu, il faisait partie du débat public. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'imaginer être invité normalement dans des émissions de télévision. Face au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, comme à l'époque, par exemple. Tout à fait ça aujourd'hui. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est ce qui va arriver s'il n'y a pas un total procès et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutefois, c'est vrai que ça paraîtrait aujourd'hui beaucoup plus surprenant et ce n'est plus le cas depuis que ces plaintes ont été déposées par de nombreuses plaignantes, parmi lesquelles évidemment Enda Ayari. Merci Nora Bussigny. Merci à vous. Merci Enda Ayari d'être venue sur le plateau de Sud Radio. Courage pour affronter la justice et la cohorte de haine des fans de Tariq Ramadan. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité, une heure avec Jean-Marie Bordry, bien sûr. On va revenir sur l'attentat qui a causé près d'une centaine de morts hier. Le bilan d'ailleurs ne cesse de s'alourdir. On va parler des réactions possibles du Kremlin, de la guerre en Ukraine, et on va se demander si cette attaque peut avoir des conséquences évidemment sur le théâtre ukrainien. Alors avec nous Jean-Robert Ravio, spécialiste de la Russie, auteur du logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur, Alexandre Delval également, et Caroline Grimaud, enseignante en géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier et vice-présidente de l'Observatoire géostratégique de Genève. Merci à tous trois d'être avec nous. Caroline Grimaud, Moscou vient d'être frappé en plein cœur par un attentat. Le premier bilan fait état de 93 morts à l'heure où on se parle, mais il y a tellement de blessés qu'il ne cesse de s'alourdir. Après donc une attaque d'un commando très bien armé dans une salle de concert située à la périphérie de Moscou, le Crocus City Hall. Et un communiqué publié hier soir par le groupe État islamique a revendiqué l'attentat. Est-ce que c'est certain à l'heure où nous parlons que c'est bien Daesh qui s'attaque à la capitale russe selon vous? Non, ce n'est pas certain. Il faut garder prudence. Ce n'est pas certain que ce soit attribué donc à ce groupe, que ces attaques soient attribuées à ce groupe. Néanmoins, les États-Unis ont eux de leur côté affirmé cette responsabilité-là. Du côté russe, il faut encore attendre. Il faut encore attendre quelle sera l'explication, quelles seront les explications données et la responsabilité donnée à ces affirmations. Parce que nous voyons déjà des éléments dans l'enquête qui est en train d'être menée en Russie, que ce groupe aurait été, ou une partie du groupe aurait été arrêté près de la frontière ukrainienne dans la région de Bryansk. Liens avec l'Ukraine seraient déjà évoqués. Donc voilà, il faut attendre finalement quelle est la version russe. Oui, bien sûr. de cette attaque. Alors évidemment, on va attendre la version, le communiqué du Kremlin qui nous informera aussi sur les arrière-pensées que le Kremlin pourrait mettre derrière cet attentat. Mais déjà, on observe selon Telegram, des boucles de Telegram, on donne déjà des identités. Il s'agirait de personnes venues du Tadjikistan. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez peut-être expliquer à nos auditeurs, c'est que les ramifications de Daesh s'étendent énormément et s'étendent aussi dans le Caucase. Et en fait, les revendications de Daesh dans le Caucase, c'est aussi des revendications séparatistes de Moscou, entre guillemets. Oui, alors c'est vrai que le groupe ISIS a des ramifications dans une branche, la branche du Caucase du Nord. Cela comprend la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie, qui reprennent finalement les velléités de séparatisme dont on se souvient, qui ont causé ces deux guerres de Tchétchénie. Donc un séparatisme, des revendications contre Moscou qui sont reprises par ce groupe ISIS, donc dans le Caucase. Ils ont déjà commis des attentats contre la Russie. Ce n'est pas la première fois, néanmoins c'est le premier attentat de cette ampleur sur le sol russe par ce groupe.
Par ce groupe-là, en effet. Alors on peut rappeler aussi, malheureusement pour le peuple russe, quelques précédents absolument sanglants qui ont eu lieu sur le territoire russe, puisque la Russie a une longue expérience d'une part du terrorisme, et en particulier du terrorisme islamiste. Tiens, revenons d'ailleurs à ce qui s'était passé en 2002, du 23 au 26 octobre. C'était une prise d'otage qui avait duré 4 jours dans le théâtre Dubrovka, c'était à Moscou. Elle avait fait plus de 600 blessés, 128 otages étaient morts, dont et aussi 41 terroristes. Les forces de l'ordre avaient dû rentrer dans le théâtre et utiliser un gaz pour neutraliser les terroristes. À la fin de ce massacre, parce que c'en était un, Vladimir Poutine avait expliqué qu'ils avaient fait tout leur possible pour sauver le plus de personnes possible, mais qu'ils n'avaient pas eu. Il avait ajouté que personne ne pouvait mettre la Russie à genoux, mais il avait demandé pardon aux familles de ceux qui n'avaient pas pu sauver. Autre massacre, c'était 2 ans plus tard. C'était cette fois-ci dans le Caucase, en Ossétie du Nord. C'était début septembre. Une prise d'otage absolument épouvantable qui avait visé une école à Beslan. 1000 enfants, à peu près, avaient été pris en otage, des adultes aussi. À la fin, il y aura près de 334 morts. Un véritable bain de sang, dont, tenez-vous bien, 186 enfants. Si on en parle aussi, c'est que ces 2 bains de sang, et il y en a eu d'autres, ont eu des conséquences, notamment dans la riposte de l'État russe, notamment dans les combats dans le Caucase. Et ça, je pense que vous pouvez nous le confirmer, Carole Grimaud. Oui, tout à fait. C'est la guerre de Tchétchénie qui était en cours. Donc il y a eu la première en 1999. On se souvient, le président Poutine n'était que Premier ministre à l'époque. Ces attentats, les attentats qui avaient été commis contre des immeubles d'habitation à Moscou avaient servi, je dirais, de prétexte à lancer cette guerre contre la Tchétchénie. Donc aujourd'hui, certains analysent cet attentat comme finalement une possibilité d'une guerre, une véritable guerre contre l'Ukraine qui pourrait partir de là. Un prétexte à une nouvelle escalade. Bien sûr. C'est exactement cela, une nouvelle escalade telle que nous l'avons vu après ces attentats commis à Moscou et notamment, comme vous l'avez souligné, celui de Beslan de 2004, avec ce chiffre absolument incroyable de morts qui s'était déroulé alors. Donc voilà ce qui est important aujourd'hui, je dirais, malgré bien sûr l'horreur de cet attentat, c'est l'explication que va en donner le pouvoir russe. Il faut garder à l'esprit qu'il y a 8 jours, cette opération spéciale qui avait lieu là, cette rhétorique d'opération spéciale au sein du Kremlin et pour la population russe également, c'est mué finalement aujourd'hui en situation de guerre. Et ce que vous dites, c'est que le porte-parole du Kremlin, pour la première fois il y a 2 jours, a reconnu que la Russie était en état de guerre. Alors c'était avant un léger rétropédalage, sauf que c'est vrai, jusqu'ici le Kremlin ne parlait pas de guerre mais d'opération spéciale, d'ailleurs précisément de dénazification en Ukraine. Je voudrais poser une petite question concernant le climat très sécuritaire évidemment qui règne à Moscou. Comment une opération terroriste peut avoir lieu avec une telle ampleur, avec un commando surarmé? Alors on sait qu'en plus ce commando se serait déplacé à l'intérieur du territoire russe, donc avec une certaine facilité. Comment est-ce que c'est concevable dans un climat très sécuritaire, encore une fois, selon vous? Et puis je voudrais passer la parole à Jean-Robert Ravio également. Oui, le FSB, on voit bien que le FSB n'a pas. Le FSB, c'est les services de sécurité russes, hein, pour nos auditeurs. Pardonnez-moi. Tout à fait. Le FSB n'a pas effectivement pu prévenir cet attentat, malgré les mises en garde des États-Unis. Les États-Unis, au début du mois de mars, a prévenu donc c'est les ressortissants américains de ne pas fréquenter des lieux de concert ou autres. La réponse de Vladimir Poutine a été tout à fait la menace était présente, il a reconnu cette menace, mais a montré la provocation ou l'intimidation venant des États-Unis. Il a rassuré que les services de sécurité étaient bien au fait de toutes les menaces
Et nous voyons aujourd'hui que ces services de sécurité n'ont pas été en mesure de prévenir ces attaques. Donc voilà, Vladimir Poutine est placé dans une position plutôt... Ça affaiblit le pouvoir personnel du président, évidemment, une affaire comme celle-là. Je ne sais pas si Alexandre Delval est en ligne en ce moment. Je voulais lui demander comment il réagit et comment il interprète cette attaque au cœur de Moscou. Est-ce que selon lui, c'est une preuve d'affaiblissement pour le président Poutine et le FSB, ou alors est-ce que c'était absolument imprévisible selon vous? Pour moi, c'était parfaitement prévisible. On oublie souvent que la Russie est très alliée de la Syrie laïque mais créante pour les islamistes et de l'Iran chiite qui est en guerre totale avec Daesh. On oublie souvent que Daesh avait comme premier ennemi les chiites et les pro-iraniens. Donc la Russie fait partie de l'axe du mal autant qu'Israël ou l'Occident pour les islamistes. Il y a beaucoup d'islamistes qui sont allés en Syrie, qui viennent du Caucase ou d'Asie centrale ou de Russie ou de Tchétchènes, parce que les Tchétchènes on les trouve des deux bords, tant pro-russes que anti-russes. On a pas mal de gens qui circulent, qui sont des islamistes. Il y a quand même 15% de musulmans en Russie. Et il y a beaucoup de musulmans dans les banlieues de Moscou qui sont du Caucase ou d'Asie centrale. Donc c'est parfaitement plausible que ça soit un attentat islamiste. Et deuxième chose, malheureusement, c'est plausible aussi que ça soit lié à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a en Ukraine, depuis le retour de Syrie, de nombreux djihadistes russophones qui étaient en Syrie, qui sont des ennemis jurés de Moscou, qui sont retournés en Ukraine. Il y a des bataillons islamistes proches des groupes comme Azov qui ont été intégrés. Et donc je ne serais pas étonné d'un mouvement islamiste comme Daesh ou des anciens de Daesh ou des djihadistes de Syrie russophones qui profitent de cette situation pour avoir des complicités de l'opposition pro-ukrainienne à l'intérieur de Russie et avec peut-être une base arrière proche en Ukraine. Oui, alors Jean-Robert Ravio, est-ce que vous pensez, vous qui êtes un kremlinologue, pardon, joli lapsus, absolument. Est-ce que vous pensez, en tant qu'observateur donc du Kremlin, que le pouvoir pourrait exploiter cet attentat dans le cadre du conflit avec l'Ukraine? Alors exploiter, ça voudrait dire qu'il crée de toutes pièces, je dirais, un lien entre la guerre en Ukraine et les attentats djihadistes qui viennent d'être commis. Or, rien n'indique que ce soit un lien artificiel. Je pense qu'il y a de nombreuses ramifications djihadistes dans la guerre en Ukraine. Il faut rappeler plusieurs choses. D'abord que depuis 2015, il y a 17 000 combattants étrangers qui ont rejoint l'Ukraine. Dans ces 17 000 combattants étrangers qui viennent de 50 pays, il y a un certain nombre de djihadistes. Les djihadistes sont présents, ou anciens djihadistes, sont présents de part et d'autre de la ligne de front, et ça a été dit. Par exemple, en 2023, une enquête a été faite par le média russe indépendant Meduza, qui montrait que le FSB avait tenté d'infiltrer l'Ukraine par l'intermédiaire d'anciens combattants de Daesh, des Tchétchènes, qui avaient été retournés à leur retour en Russie. Et d'un autre côté, on a vu depuis 2018-2019 l'arrivée en nombre important, ça vient d'être dit par Alexandre Delval, de djihadistes qui étaient présents sur le terrain syrien, notamment dans le groupe donc affilié à l'État islamique qui s'appelle Al-Kafkaz, dirigé par un certain Abdul Hakim Al-Shishani alias Rustam Ajiev, présent à Bakhmout. Donc ces gens se sont retrouvés en Ukraine dès 2019, notamment dans une ville à une centaine de kilomètres de Kiev qui s'appelle Bilat-Tsirkva, et ont été en quelque sorte, si j'ose dire, peu à peu intégrés, je dirais, dans la conflictualité ukrainienne contre la Russie. Il faut rappeler, c'est essentiellement des Tchétchènes ou des gens de Tchétchènes venus de Géorgie, la fameuse vallée du Pankissi. Ouais. Le 18 octobre 2022, le Parlement ukrainien a voté une résolution selon laquelle il reconnaissait la Tchétchénie, donc république constitutive de la Russie, comme étant une zone occupée par la Russie. Donc c'était vraiment là la marque, je dirais, de l'entrée de la question tchétchène dans le conflit russo-ukrainien, même si on voit, et donc à partir de 2022 et de l'invasion russe de l'Ukraine, on va voir des groupes effectivement tchétchènes et djihadistes, aussi avec des Tatars de Crimée qui vont
se constituer au sein de... Et aussi côté russe, on a l'utilisation bien sûr massive des forces tchétchènes de Ramzan Kadyrov. Entendu. Alors dans un instant, on va continuer à parler de la situation à Moscou. On va se demander quelles conséquences sur le conflit ukrainien. Et puis, on va se demander aussi si un scénario plus optimiste de désescalade est encore possible. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, actualité oblige, on parle de l'attentat en Russie à Moscou et ses conséquences. Avec nous pour en parler Jean-Robert Ravio, spécialiste de la Russie, auteur du logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur, et Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de Vers un choc global chez l'Artilleur également. Alors Alexandre Delval, sans faire de politique fiction, mais en essayant d'imaginer comment Poutine pourrait réagir à cet attentat selon vous? Eh bien, il va réagir comme il le fait toujours, contrairement à l'Occident, en Russie et dans les pays de l'ancien bloc soviétique, quand il y a des islamistes qui sont attrapés, on en a déjà attrapé quelques-uns, vous savez, qui allaient vers l'Ukraine, apparemment de plusieurs nationalités d'ex-pays URSS, même s'il y a eu des démentis. Eh bien, en général, il y a une responsabilisation des familles, il y a une façon de faire très différente de l'Europe. Il n'y a pas de communication sur le victimisme, le parcours du loup solitaire, sa maman qui dit qu'il était gentil, c'est tout le contraire. Il y a une extrême responsabilisation de toute la famille. Il y a des répressions extrêmement radicales sur tout l'environnement et en général, il y a bien sûr des peines extrêmement lourdes. Et donc la façon de communiquer sur le terrorisme, sur le profil des terroristes et la façon de responsabiliser l'environnement familial est à l'opposé de ce qui se fait en Europe. Et bien sûr, ça va être exploité politiquement par le pouvoir, c'est bien évident. C'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça pourrait avoir comme conséquence sur le, je dirais, sur le conflit avec l'Ukraine. Je pense que l'intérêt est énorme pour la Russie de dire, vous savez que Poutine fut le premier à appeler George Bush quand il y a eu l'attentat du 11 septembre. Poutine a toujours voulu utiliser l'islamisme à la fois pour se lier à la Chine et aux États-Unis. C'est étonnant. L'OCS fut créé dans les années 2000 avec notamment la menace islamiste commune avec la Chine et la Russie. Et quand il y a eu cette volonté de se rapprocher de Bush avant 2003, donc en 2001, il y avait aussi l'islamisme comme terrain d'entente, de collaboration possible et proposé aux Américains des bases dans leur précaré pour lutter contre Al-Qaïda et les talibans. Donc Poutine va utiliser ça pour montrer, vous voyez, vous êtes contre nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est l'islamisme radical que vous avez d'ailleurs contribué à créer, ce qui n'est pas totalement faux. Les Américains ont souvent joué avec le feu, on l'a vu récemment en Syrie, contre des Russes et contre le Hezbollah et contre l'Iran et contre Bachar al-Assad. Les Français et les Américains et les Anglais, en Syrie d'ailleurs comme en Libye, ont beaucoup utilisé des terroristes djihadistes et l'islam politique, les deux, frères musulmans et djihadistes de tous bords, surtout Al-Qaïda. Et donc, Poutine ne va pas se gêner pour réexploiter tout ça et montrer que l'Occident a joué avec le feu, voire même contribué à créer l'islamisme radical sunnite. Entendu. Jean-Robert Ravio, vous êtes d'accord avec Alexandre Delval sur l'exploitation possible de ce terrible attentat au cœur de Moscou qui a fait presque de 100 morts maintenant. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 90 morts, je le rappelle, un bilan toujours provisoire d'après les autorités russes. Plus d'une centaine de blessés également. Jean-Robert. Exploitation, le mot me semble inexact. En fait, d'abord il y aura une répression intérieure et il y aura absolument pas le discours, on va dire, petite bougie et marche blanche à la française. Je rappelle cette citation de Vladimir Poutine il y a quelques années. C'est le rôle de Dieu de pardonner ou non aux terroristes. C'est mon rôle d'envoyer les terroristes devant Dieu. Ensuite, effectivement, alors il peut y avoir deux sortes de conséquences. D'abord, la conséquence sur le conflit lui-même en Ukraine, une conséquence sur les opérations qui vont être menées. On peut imaginer que si le lien est fait avec des groupes qui seraient liés de manière plus ou moins directe avec les forces, avec l'Ukraine, il y a des répercussions sur le terrain du conflit lui-même, avec des assassinats ciblés en Ukraine, etc. Ensuite, il peut y avoir aussi des répercussions internes en Russie, parce que effectivement, on l'a vu avant l'attentat, il y a eu un glissement sémantique.
puisque le porte-parole du Kremlin lui-même s'est mis à parler de guerre. Et non plus seulement d'opération spéciale. C'était avant l'attentat, on le rappelle. Juste avant. C'est un très grand. C'était avant l'attentat, mais c'est une grande mutation parce Absolument. que jusqu'alors, c'était répressible presque pénalement d'employer le mot guerre. Ensuite, il peut y avoir aussi des répercussions, je dirais, disons une facilité du fait. L'exploitation, comme vous dites, elle pourrait aider éventuellement le gouvernement à lancer une deuxième ou à justifier, légitimer une deuxième mobilisation si cette deuxième mobilisation est décidée. Ça, c'est sûr. Parce que cet attentat va évidemment encore davantage souder les Russes autour de l'État et de Poutine. Ouais. Deux questions peut-être, une notamment à Alexandre Delval. On parlait de l'islamisme, et l'islamisme effectivement est combattu en Russie depuis longtemps. Quelle est la prévalence de l'islamisme au sein même de la population russe, alors notamment en Asie centrale et dans le Caucase, mais pas seulement? Est-ce que c'est répandu? Alors, en Asie centrale, l'islamisme est répandu, mais il est très, très fortement condamné, réprimé de manière extrêmement violente. Il y avait bien sûr le fameux mouvement islamiste de l'Ouzbékistan, le MIO, qui a rejoint, pendant la guerre syrienne, qui a rejoint l'ISIS, donc Daesh. Un sous-groupe du MIO, du mouvement islamique de l'Ouzbékistan, a rejoint Al-Qaïda, donc on en a des deux côtés, et ça c'est l'extérieur. Pour ce qui concerne les musulmans de Russie, la majorité sont des Tatars, des descendants de Tatars très bien intégrés, avec un islamisme soit très laïque, soit assez soufi, très local. Donc un islam tout court, et pas islamisme dans ce cas-là. Voilà, aux antipodes de l'islamisme sunnite politique ou djihadiste, mais le problème à l'intérieur de la Fédération de Russie, bien sûr, c'est l'Ingouchie, le Daghestan, la Tchétchénie. Bien sûr, on parlait de la vallée de Pankissi en Géorgie, avec beaucoup de Tchétchènes, à la fois de Tchétchénie et de la diaspora. Ce qu'on appelle les musulmans des montagnes, les montagnards du Caucase, c'est ceux-là qui sont le plus réceptifs en ce qui concerne les citoyens russes à la propagande de Daesh ou des frères musulmans ou d'Al-Qaïda, les trois étant totalement réprimés. En Russie, les frères musulmans sont interdits comme organisation. Parce que pour les Russes, les frères musulmans sont un outil de la politique occidentale et la Russie a des alliés externes chiites comme l'Iran et la Syrie qui sont eux-mêmes en guerre à la fois contre les djihadistes sunnites et contre les frères musulmans. Donc voilà, pour résumer, le problème, ce ne sont pas les musulmans tatars russes, ce sont les musulmans essentiellement caucasiens. Alors, on voit que cet attentat, messieurs, n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que quand même on peut espérer un scénario de désescalade dans le conflit ukrainien? Est-ce que c'est encore possible alors que on voit depuis quelques semaines qu'on monte d'un cran chaque jour qui passe? Alexandre Delval. Oui, je pense qu'une déconfliction est très peu probable pour l'instant pour une raison structurelle. Premièrement, la mer Baltique devient un lac de l'OTAN, même si il y a des accès pour la Russie, mais de plus en plus limités. Il y a un encerclement. Or, l'encerclement, le complexe d'encerclement est l'une des origines du problème avec l'ingérence politique et le modèle. Ensuite, dans l'autre extrême, au sud, la mer Noire risque de devenir un lac turco-russe si les Russes gagnent la guerre et privent l'Ukraine d'accès à la mer Noire. Or, depuis 2 siècles, les anglo-saxons ont théorisé le fait d'empêcher les Russes de contrôler la mer Noire. Et les Anglais avaient fait la guerre de Crimée en 1853 pour cela. Les Occidentaux, surtout les Américains qui ont acheté 43% du blé ukrainien, c'est depuis que Zelensky a vendu plein de terres arables sur pression américaine depuis 2019, eh bien, il y a toute une raison structurelle. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui a été découverte en mer Noire. Il y a beaucoup d'intérêts, y compris Westinghouse au niveau atomique, nucléaire, civil, américain. Il y a tellement d'intérêts américains en Ukraine aujourd'hui, surtout depuis l'époque Biden, que les Américains ne laisseront pas les Russes facilement priver l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Donc il y aura une montée en puissance du conflit. Avec une guerre probable OTAN-Russie, c'est ce que j'annonce dans mon livre. J'espère que ça se réalisera pas, j'espère me tromper. On espère aussi. Jean-Robert Ravio, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est encore possible la désescalade ou on va au choc frontal?
La désescalade est toujours possible, mais comme Alexandre Delval, je suis assez pessimiste parce que ce qu'on voit dans cet attentat notamment, mais ce qu'on voit aussi monter depuis plusieurs semaines, c'est une montée en gamme de la conflictualité et du discours, des acteurs qui ont des discours de plus en plus radicalement conflictuels. Ce qu'on voit aussi à travers cet attentat, ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est la manière dont le conflit Russie-Occident, on va dire, donc la Russie désigne l'Occident comme l'Occident collectif, c'est-à-dire les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, bien, il a plusieurs théâtres. Donc, le théâtre ukrainien n'étant que un des théâtres. Il y a aussi le théâtre moyen-oriental, la Syrie et l'Irak. Il y a aussi le théâtre libyen, l'Afrique, etc. Donc, on voit à quel point, en fait, cette guerre en Ukraine, mais bien sûr, elle ne peut pas être complètement dissociée d'une montée de la conflictualité entre la Russie et l'Occident. Et derrière la Russie, et je dirais de manière implicite, au moins, je dirais pas le soutien, mais je dirais la neutralité bienveillante de ce que les Russes appellent la majorité mondiale, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, etc. On a quand même une montée de conflictualité extrêmement forte. Vous partagez extrêmement défavorable à l'Occident. Absolument. Écoutez, vous partagez ce constat très très pessimiste. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci Jean-Robert Raviot. Je rappelle que vous êtes l'auteur du logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur. Et merci Alexandre Delval, auteur également du livre Vers un choc global chez l'Artilleur. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Tout de suite, il est 11h, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Juste avant ça, cette dernière information qui nous parvient à l'instant, d'après les autorités russes, le bilan monte à 115 morts. Il devrait encore s'alourdir à la suite de cette attaque terroriste qui a été perpétrée, on le rappelle, dans la nuit, dans une salle de concert à Moscou. Allez, à suivre, on va essayer de surmonter le moral, même si les sujets sont pas toujours faciles. On parle auto, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, juste après les informations de 11h. On va parler de la mortalité routière en France cette fois-ci. Pourquoi elle baisse pas, malgré la répression de la vitesse? La réponse dans quelques minutes, juste après les infos.